pourquoi pas commencer par là même. Ainsi, l'étranger et étrange est celui qui affirme son propre être dans le monde qui l'entoure, de telle sorte qu'il donne sens au monde si, d'une certaine manière, il le domine. Mais il le domine tragiquement. Il ne s'intègre pas. Le cèdre est étranger dans mon parc. Moi, je suis étranger en France. L'homme est étranger dans le monde. Essai sur la nature et la culture. À cause du titre, je vais un peu délaisser ce livre de Flusser. Or, il est exactement pareil que les autres. Si vous prenez la liste des chapitres, chemin, vallée, oiseaux, pluie, cèdre dans le parc, vache, gazon, doigt, lune, montagne, faux printemps, prairie, vent, merveille, bourgeon, brouillard. Et ce sont j'allais dire dérives, méditation, je sais pas, parce que Flusser, il est teigneux. Celui qui s'appelle doigt, c'est quoi? Bah ouais, mais c'est les doigts qui sont en train de taper sur la machine à écrire. Et donc on est dans une réflexion sur l'écriture, nature et culture. Ah ouais, vous regardez un pont. Pourquoi il a été mis là, le pont? Qui l'a fait, le pont? Pourquoi vous le trouvez beau, le pont? Est-ce que pour vous, ce qu'il symbolise est lié à son mode de réalisation technique? Et ces 20 chapitres, à chaque fois, bah, c'est quelques pages. Je l'ai lu il y a quelques jours, puis cette phrase, toute tentative de les contempler le prouve, il existe entre le contemplateur et l'arbre un brouillard dense de plusieurs épaisseurs. Flusser, quand il écrit ce livre, enfin du moins ce chapitre sur l'arbre, est à Angers. Je ne sais pas ce qu'il y fait à Angers. En tout cas, nous, dans cette région des bords de Loire, on en a souvent des cèdres comme ornement des parcs. Par exemple, ce magnifique château d'Ussé, vous savez, celui de Perrault, le bel au bois dormant. Eh bien, c'est Chateaubriand qui a rapporté un plan de cèdre du Liban il y a combien? Un peu plus de 200 ans. Et juste ce matin, avec ce texte dans la tête, arrivant pour rien avoir un petit moment de lecture dans un espace ouvert avec une dizaine d'étudiants de Philadelphie. Il y a ce grand cèdre du Jardin des Beaux-Arts à Tours, c'est un repère de la ville. Et puis là, je le trouve occupé par presque une dizaine de personnes montées avec des cordes, qui est en train de faire du tronçonnage, mais comme on restaure un monument historique. Donc l'arbre, oui, devenait travail, devenait culture plus que nature. Fait curieux, les arbres sont quasi invisibles. Toute tentative de les contempler le prouve. Il existe entre le contemplateur et l'arbre un brouillard dense de plusieurs épaisseurs. La lumière du phare de l'intention contemplative est réfléchie par un tel brouillard et la contemplation se transforme insensiblement en réflexion sans que le contemplateur puisse intervenir en cela. Il existe quelque chose autour des arbres qui, pour être nébuleux, est mystérieux. Si je regarde par ma fenêtre et que je m'essaye à contempler le cèdre qui se dresse majestueux au centre de mon parc angevin, je dois admettre ce fait comme point de départ que m'impose la situation dans laquelle je me trouve. Évidemment, les arbres sont partiellement invisibles pour des raisons physiques et biologiques, pour ainsi dire, car une grande partie en est cachée dans le sol. Un tel fait, trivial, apparemment évident, tend cependant à être ignoré par nombre de ces penseurs qui prennent les arbres pour des modèles de structure. Et de fait, les arbres sont des modèles privilégiés. Je donnerai un seul exemple. Toute une vision du monde et une philosophie du XIXe siècle, biologisante, conçoit le monde comme un processus tendant à se ramifier en obéissant à un principe que Schopenhauer a nommé « principium individuationis ». Le système darwinien illustre bien cette structure dynamique pour laquelle l'arbre généalogique a servi de modèle.
Une telle vision du monde et philosophie est un historicisme qui s'offre comme une alternative à la vision dialectique de l'histoire, apparue effectivement en opposition à Hegel. Mais il est clair et plus qu'évident que le modèle de tel système n'est pas l'arbre dans sa totalité, mais seulement sa partie visible au-dessus du sol. Qui prend l'arbre tout entier pour modèle de système doit avoir affaire avec une structure qui se ramifie en deux directions opposées, si bien que l'arbre tout entier est un modèle de système dialectique dans le sens le plus exact du terme. Les penseurs darwiniens du XIXe siècle ont oublié la partie souterraine de l'arbre, ce qui évidemment n'affecte en rien la vérité de leurs énoncés. Mais ce n'est pas une telle invisibilité partielle qui s'interpose entre l'arbre et son contemplateur à la manière nébuleuse mentionnée. Ce sont des fantômes, des ectoplasmes, des spectres, des corps éthérés qui planent autour des arbres et les rendent inaccessibles. De telles divinités des arbres habitent toutes les mythologies, y compris la judaïque et la grecque, source incontournable de notre vision du monde. Je mentionnerai quelques-uns de ces fantômes. Le plus proche du contemplateur, et par conséquent le plus facile à éloigner, c'est le spectre du poumon, qui cache l'arbre en tant que phénomène concret. Je ne vois pas un arbre, je vois un poumon vert. Je vois un tel poumon aussi bien du point de vue morphologique que fonctionnel. Un peu plus proche de l'arbre lui-même, mais encore facile à chasser, se trouve le fantôme de l'abri. Je ne vois pas un arbre, je vois un parapluie, tant au sens physique que métaphorique du terme. D'autres spectres s'agrippent à l'arbre bien plus fermement encore. Par exemple, les spectres de la fertilité, celui du phallus, celui de l'arbre de vie. Lorsque de tels spectres ont été éloignés avec peine et que l'essence même de l'arbre semble vouloir se révéler, on constate que ce n'est pas encore l'arboréité qui se montre, mais certains préjugés encore plus profonds et qui ne portent peut-être même pas de nom. Le fait est que la relation homme-arbre comporte une telle charge immémoriale, peut-être la conséquence de l'origine arboricole de l'homme, que la tentative de saisir l'essence de l'arbre échoue généralement. Les préjugés sont tellement nombreux qu'ils se refusent à être mis en parenthèse et éliminés provisoirement. Je ne tenterai donc pas de saisir l'essence du cèdre dans mon parc, mais seulement un seul de ses aspects. Celui-ci, l'atmosphère étrange et étrangère qui irradie de lui. Puisque je ne saisirai pas la cédrité du cèdre, peut-être saisirai-je quelque chose de son caractère étrange et étranger. Au fond, je suis aussi étrange et étranger dans mon parc angevin que ne l'est le cèdre. Une telle communion de notre être au monde et de celui du cèdre ne peut-elle former la base d'une vision intuitive, ou bien suis-je déjà en train d'anthropomorphiser le cèdre? Suis-je déjà en train de tomber dans le piège d'un des spectres, l'anthropomorphe, que cache le cèdre, dans le piège où est tombé et dans lequel est mort le petit garçon du Erlkönig de Goethe? Il semble plus prudent de tenter de saisir le caractère étranger du cèdre en posant des questions et non pas des affirmations. Peut-être obtiendra-t-on un certain nombre de réponses du cèdre lui-même, avec des questions provocatrices qui le fassent parler. Première question. Comment suis-je certain que le cèdre est étranger? Réponse. Je sais que cet arbre-là est un cèdre et que les cèdres sont des végétaux originaires du Liban et non de France. Une telle réponse n'est pas valable. Elle n'a pas été donnée par le cèdre, mais par mes manuels scolaires. Attention cependant, la réponse n'est pas entièrement non pertinente. Cèdre du Liban, cela ne signifie-t-il pas roi Salomon, construction du temple? Et n'y a-t-il pas quelque chose de cette signification concernant le cèdre dans le parc? Ou bien cela serait-il encore attribuable à l'un de ces spectres?
Je vais reformuler la première question. Comment le cèdre me dit qu'il est étranger ? De plusieurs manières. Son vers est différent du vers alentour. Sa gestalt pyramidale, hiérarchiquement échelonnée, diffère des gestalten coniques des arbres alentour. La forme torturée de ses branches, l'élément chaotique qui l'insère néanmoins dans une totalité harmonieuse, le distingue radicalement des couronnes régulières alentour. Ses cônes imposants n'ont pas d'équivalent auprès des fruits du parc. Son tronc éléphantesque fait l'effet d'une trompette dans un orchestre à cordes, mais essentiellement, sa présence domine le parc. Non seulement à cause de sa grande taille, mais aussi en raison de quelque chose que l'on doit appeler majesté. Ce sont les réponses données par le cèdre lui-même, et on doit les accepter. Seconde question. Une fois acceptées ces réponses, qu'est-ce qui me dit qu'elles signifient l'étrangéité du cèdre ? En d'autres termes, la présence du cèdre dans son Liban natal ne jouirait-elle pas de la même atmosphère dont elle bénéficie dans le parc angevin ? Si je formule la question de cette manière, le cèdre se tait, nécessairement, parce que le cèdre se trouve ici, et non pas au Liban, et qu'il ne peut parler au nom d'un autre cèdre. Formulée ainsi, la question est catégoriquement sans signification. En formulant ainsi la question, j'ai péché contre le premier commandement de l'honnêteté. Tu n'isoleras pas les phénomènes de leur contexte. La question doit être reformulée pour avoir un sens. Je reformulerai donc cette seconde question. Les réponses que le cèdre a données à la première question signifient-elles que ce dernier se distingue de son contexte parce qu'il est cèdre ou parce qu'il est étranger ? La réponse que le cèdre donne à une telle question peut être résumée ainsi. Je suis étranger parce que cèdre. Je suis fidèle à moi-même, à ma couleur, à ma gestalt, à mes cônes. Je ne m'assimile pas au parc. C'est exactement pour cela même que je domine le parc. J'unifie le parc. Je lui donne forme et sens. Le parc est un parc qui existe grâce à moi. Un parc autour d'un cèdre. Si je n'étais pas un cèdre, cependant, étranger dans le parc n'aurait pas de sens. Je suis le bruit du parc qui transforme sa redondance en information insignifiante. Je détonne, et une telle dissonance est le noyau de la musique du parc. Telle est la signification de mes réponses. Je suis étranger parce que cèdre, et c'est seulement par rapport à mon étrangéité que le reste du parc devient natif. Être étranger, c'est donc au fond ceci, révéler au contexte qu'il n'est pas lui-même étranger. Je ne suis pas étranger intrinsèquement, mais pour le parc. Ce sont là des réponses très problématiques. Elles sont articulées en discours dont je connais bien l'origine. Ce sont les discours de la philosophie de l'existence, de la théorie de l'information, de la musicologie. Le cèdre peut-il recourir à de tels discours ? Parfaitement. De fait, il ne peut que recourir à de tels discours, parce que le cèdre se tourne vers moi, et si je lui permets de parler, c'est pour qu'il parle de l'intérieur de mon discours. De fait, les réponses à ma première question ont aussi été structurées par mon discours, bien qu'elles fussent apparemment plus concrètes. Seule la formulation de ces dernières réponses relève du langage courant, si bien que je suis obligé d'accepter aussi les réponses à ma seconde question. Elles entraînent une troisième question. Si le cèdre est présence étrange et étrangère dans le parc, parce qu'il détonne par sa fidélité à la cédritude, comment se fait-il que ce soit le cèdre qui soit étranger, et non le parc ? En d'autres termes, si être étranger, c'est exister par rapport à un être autre, se peut-il qu'il n'y ait pas réversibilité ? Le cèdre est-il étranger pour le parc, et le parc étranger pour le cèdre ? Une réponse s'impose immédiatement et spontanément. Je sais que le cèdre est étranger et que le parc ne l'est pas, parce que le cèdre est un arbre unique et le parc une multitude d'arbres.
Une telle réponse quantitative doit être récusée, bien qu'elle soit raisonnable, comme toutes les quantifications. Elle doit être rejetée parce qu'elle ne touche pas à l'essence de l'étrangéité. En effet, ce n'est pas le cèdre qui l'a donné, mais mon raisonnement, inductif, énumératif. Je dois reformuler encore ma question, et la poser non pas au cèdre, mais cette fois au parc, au noyer, près du cèdre, par exemple. Je reformulerai la troisième question. Comment suis-je certain que ce noyer est comme lui, le parc tout entier, lui est originaire de l'Anjou, et qu'il rend ainsi le cèdre dialectiquement étranger? Un torrent de réponses sourd du noyer. Son vert estival, avec une légère touche de rouille automnale, dit la première moitié de septembre, là où nous nous trouvons. Sa couronne conique constitue un élément, mais tout aussi un résumé de la gestalt du paysage tout entier. L'abondance de noix dont il est chargé témoigne de la fertilité omniprésente de l'Anjou et de la France. La douceur du climat, à la fois tempéré, riche de sève vitale irradiée, forme l'atmosphère tout entière, telle qu'elle pénètre les pores, les poumons, les sensations, et jusqu'aux pensées de tous ceux ici présents. L'Anjou tout entier, la France tout entière, se trouve dans l'aura du noyer. Et il suffit de contempler ce noyer avec suffisamment de patience pour découvrir l'essence de la France. Les réponses multiples que le noyer donne à ma question peuvent se résumer ainsi. Je suis natif parce que je suis noyé. Noyé parce que natif. Et il n'y a là aucun problème. Je n'ai pas besoin d'affirmer ma qualité de noyer, ni lui être fidèle. Tout cela m'est donné, pour moi, autour de moi, et à cause de moi, avec une spontanéité et un naturel entier. Et c'est là probablement un aspect de la nature, être ainsi spontanément et sans problème. Le noyer et le parc tout entier est culture angevine. Et par contraste avec cela, le cèdre n'est pas nature, mais culture angevine. Il est culture parce qu'il s'affirme, qu'il est fidèle à lui-même et qu'il donne sens au parc tout entier. En somme, il est étrange et étranger. Ainsi, c'est là une réponse surprenante. Je dois confesser que sa formulation au cours de cet essai m'a surpris. Je ne l'attendais pas. La réponse du noyer provoque une redéfinition des concepts de nature et de culture dans des termes qui ne sont pas habituels. La nature comme mon état spontané et exemple de problème, et la culture comme présence étrange et étrangère dans mon état qui s'auto-affirme et par conséquent donne sens à la nature. Cela demande à être creusé en une autre occasion. Ce qui m'importe dans le présent contexte, c'est ceci. Ma connaissance préalable, botanique ou autre, du cèdre et du noyer n'a pas de rapport avec le problème de l'étrangéité. Par exemple, le noyer peut parfaitement être issu de pépinières éloignées et avoir été importé dans la région, par exemple par des Celtes. Néanmoins, il est essentiellement natif. Le cèdre peut s'être parfaitement adapté aux conditions angevines et même y pousser mieux que dans son Liban d'origine. Et mieux même que le noyer lui-même. Néanmoins, il est essentiellement étranger. Les préjugés n'ont jamais produit d'essence, lesquels ne se révèlent qu'au cours de contemplations semblables à celles de mon parc. Un aspect de l'essence de l'étrangérité achève de s'achever. Ainsi, l'étranger est étrange, est celui qui affirme son propre être dans le monde qui l'entoure, de telle sorte qu'il donne sens au monde et d'une certaine manière le domine. Mais il le domine tragiquement, il ne s'intègre pas. Le cèdre est étranger dans mes parcs. Moi, je suis étranger en France. L'homme est étranger dans le monde. Wilhelm Flusser, essai sur la nature et la culture. Ce petit livre ressemble exactement
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. C'est les excursions. Vous faites